Bonjour et bienvenue sur TV78 pour faire ensemble le point sur l'actualité du jour et aussi de la semaine. Voici les titres de cet hebdo. Le centre de protection maternelle et infantile de Guyancourt déménage. C'est dorénavant rue du Centre qu'il faudra se rendre. L'inauguration du lieu d'accueil vient de se tenir. Pendant ce temps, à Trappes, une nouvelle association vient de se lancer, Cœur de Trappes, une association fondée par le premier adjoint au maire Ali Rabet pour permettre à chacun d'imaginer l'avenir de la commune et agir. En d'autres termes, la campagne des municipales semble se préparer. Ali Rabet sera en plateau. Et puis comme chaque vendredi, le point sur l'essentiel de la semaine des commémorations du 11 novembre à la mobilisation qui s'organise contre la hausse du prix de l'essence. Ce sera le 17 novembre. Avant de retrouver donc l'invité de cette semaine, direction Guyancourt, le centre de protection maternelle et infantile vient de s'installer dans ses nouveaux locaux afin de répondre plus rapidement aux demandes des usagers. Le point sur les services proposés. Trouver de l'aide concernant son enfant dans une même structure, c'est ce que viennent chercher les familles dans le centre de protection maternelle et infantile de Guyancourt. Le nouveau site plus adapté répond aux exigences réglementaires et aux besoins des usagers et des professionnels. Le département des Yvelines a investi plus de 160 000 € dans les travaux de rénovation. La PMI de Guyancourt a été inaugurée jeudi 8 novembre. La PMI a changé d'emplacement puisque les locaux étaient trop petits et puis qu'à un moment le conseil départemental avait choisi effectivement de fermer de nombreuses PMI sur l'ensemble du territoire. Donc nous on s'est battu sur Guyancourt avec la population pour garder notre PMI. La PMI a changé de lieu mais est restée sur Guyancourt et donne donc la possibilité à toutes les familles de pouvoir l'utiliser et des familles qui sont aussi sur les territoires juste à côté. Auparavant, il fallait attendre entre 4 à 6 semaines pour avoir un rendez-vous, mais l'équipe du nouveau centre composée d'un médecin de consultation, 3 vacataires, une sage-femme, 2 assistantes administratives et 7 puéricultrices permet un rendez-vous sous 15 jours. On va pouvoir diminuer les listes d'attente pour le public en proposant davantage de consultations, également davantage de permanences qui sont des temps d'accueil sans rendez-vous. Cela va nous permettre également de pouvoir mettre en place des actions collectives donc qui étaient préparées mais n'ayant pas de salle prévue à cet effet dans les anciens locaux, on ne pouvait pas les mettre en place. D'autres projets vont émerger à destination des parents. La ville de Guyancourt va créer un lieu d'accueil parents-enfants, mais aussi un RAM, un réseau d'assistantes maternelles. Cœur de Trappes, c'est donc le nom de cette nouvelle association lancée par Ali Rabet. Bienvenue en plateau et je vais tout de suite corriger, vous n'êtes pas premier adjoint à Trappes, mais adjoint à la jeunesse, notamment sur la commune. Alors quel est l'objectif de cette association Cœur de Trappes? J'évoquais tout à l'heure une volonté de faire foisonner un petit peu les idées des uns et des autres. C'est absolument ça. Moi, je suis un responsable politique, je suis adjoint au maire dans ma ville, je suis militant par ailleurs dans le mouvement Génération de Benoît Hamon. Mais je ne conçois pas l'action politique uniquement comme un rendez-vous électoral tous les 5 ou 6 ans avec les concitoyens et en particulier les trappistes. Je pense que les Français en ont marre des politiques qui débarquent le jour des élections ou l'avant-veille sur les marchés et qui leur distribuent des tracts. Dans ma façon d'agir au quotidien comme adjoint au maire, comme élu local, je travaille déjà avec des associations, des forces vives, des bénévoles, des parents d'élèves, des commerçants qui nous interpellent tous les jours quand on est élu et quand on est actif sur le terrain. Je prétends être un peu actif sur le terrain, en tout cas on me reconnaît ça à Trappes. On se fait interpeller tout le temps quand on va acheter sa baguette, quand on fait ses courses au supermarché. Et on nous interpelle pour nous dire, voilà, j'ai telle idée, tel projet, j'ai un neveu qui cherche un apprentissage et qui a besoin d'un employeur. Tout ce travail et toutes ces rencontres que j'ai pu faire moi pendant quelques années de mandat, à un moment donné je me suis dit, il est temps que je permette à des gens de Trappes qui sont engagés au quotidien, et ils sont des centaines de trappistes engagés, de se croiser, de se rencontrer, de mêler leurs énergies et de monter des projets ensemble. Il ne faut pas attendre les élections municipales pour se mettre au travail. La ville, on la change maintenant, pendant le mandat. Les élus le font, mais les concitoyens le font. Les Français, les trappistes changent leur ville au quotidien. C'est eux qui encadrent les enfants dans les associations sportives. C'est eux qui accompagnent des enfants en visite culturelle au château de Versailles ou à Paris. C'est pas les élus qui le font, c'est les trappistes au quotidien. Nous, on est là pour aider, accompagner et permettre que les projets se développent. Donc je crois vraiment que l'action, elle se fait à la fois pendant le mandat, pendant les élections, et qu'il faut interagir, mêler nos énergies, apprendre à nous connaître. Et ma grande fierté hier, c'était de réussir à réunir dans la salle Picasso à Trappes, lors du lancement officiel de l'association Cœur de Trappes, plus de 120 personnes, et on y trouvait des jeunes de 18 ans, des personnes âgées de 75 ans. Chacun venait parler de ce qui lui tient à cœur, monter des projets, et on va s'entraider. On aura des jeunes de 20 ans qui vont aller organiser des voyages, des vacances pour des personnes âgées.
on aura des personnes qui travaillent, qui vont accompagner des personnes qui sont au chômage. On va essayer de monter un certain nombre de projets, puis vous le verrez, j'imagine, dans les images, mais le foisonnement des idées très riche pendant 2 heures, 2 heures et demie a permis de faire émerger plein d'idées, plein de priorités, et on va s'atteler à les mettre en œuvre dans les années qui viennent. Mais pour autant, c'est le travail que vous menez en tant qu'élu, directement, que vous êtes censé mener en tant qu'élu. Et là, ça vient se greffer en plus. Ça veut dire qu'en mairie, on ne fait pas suffisamment de choses. Il faut trouver d'autres moyens aussi. Bien sûr. Ouais. Je suis parfaitement convaincu que si on attend tout, je passe mon temps à le répéter, aux enfants, aux jeunes, aux familles, si on attend tout de la part des élus ou de la part de la mairie, on s'en sortira pas. Dans une ville comme Trappes qui a énormément de défis à relever, on le sait, c'est un territoire très particulier, unique en France quasiment, qui a fait émerger des stars connues au niveau international, dans le foot, dans le cinéma, dans l'humour. On a un territoire unique, mais on ne relèvera pas les défis qui se posent à nous si tout le monde ne s'y met pas. Alors si chacun se dit c'est la faute de la mairie ou c'est à la mairie de trouver les solutions, on ne progressera pas collectivement. Donc évidemment que les élus ne peuvent pas tout faire tout seuls, évidemment que les bénévoles, les trappistes dans les associations ne peuvent pas tout faire tout seuls, mais en se coalisant, on est capable de faire des miracles. Vous êtes en train de dire qu'il faut traverser la rue pour trouver un travail ? Pas du tout, certainement pas. Parce que je sais comme c'est dur de trouver un travail. J'en croise tous les jours, moi, des gens qui traversent la rue matin, midi et soir. Moi, les jeunes gens qui viennent me voir, je vais vous donner une anecdote. Je reçois des CV de jeunes gens qui cherchent un apprentissage ou un job, qui sont diplômés à Bac+5 par moment, et qui, quand ils mettent leur adresse, mettent j'habite, je sais pas, rue Pablo Picasso, 78 190, 50 ans en Yvelines. Alors à moins que ça ait changé, 78 190, c'est le code postal de la ville de Trappes. 50 ans en Yvelines n'est pas une commune. Mais au quotidien, les jeunes trappistes ont conscience, même quand ils sont très diplômés, de subir des discriminations. Donc quand on leur dit traversez la route et vous allez trouver un boulot, excusez-moi, mais un ingénieur qui a fait un Bac+5 en mécanique automobile, il aimerait bien éviter d'aller faire serveur dans un café, puisqu'il n'a pas travaillé pour ça. Est-ce que vous êtes en campagne actuellement pour les prochaines élections municipales ? Bon, la réponse est claire, c'est non. Parce que le c'est jour où je une serai en démarche campagne, qui ressemble un peu. Ça peut y ressembler, je peux comprendre qu'on l'interprète comme ça. La réponse est non. Le jour où je serai candidat, je le dirai à mes concitoyens, je vous le dirai à vous, la presse, et parce que je l'aurai décidé, le cas échéant, si je considère que les circonstances le permettent et que c'est une option qui est portée par ceux qui m'entourent et par les trappistes. Aujourd'hui, je travaille dans une équipe municipale avec un maire qui s'appelle Guy Malandin, qui a en 20 ans transformé la ville, embelli la ville. Même les trappistes ne reconnaissent pas leur propre ville. Et ce bilan, moi, je m'inscris totalement dans son héritage parce qu'il a fait du bon boulot, tout simplement. Donc je respecte ça. Vous avez discuté avec lui, avec Guy Malandin, justement, de cette initiative pour l'association ? Bien sûr. Moi, c'est une initiative que je prends librement. J'ai toujours été un homme libre, un élu libre. Guy Malandin le sait pertinemment. C'est aussi pour ça que je suis dans son équipe et que j'ai des responsabilités. Pas dans une caserne, quand on est dans une équipe municipale, on fait ses choix, on a le droit de prendre des initiatives. Et évidemment, je lui ai annoncé cette initiative et je lui ai indiqué que de nombreux trappistes la souhaitaient et qu'à mes yeux, je vous le dis, comme je l'ai dit à Guy Malandin, ma conception de la vie politique, ce n'est pas s'engager sur les campagnes électorales, c'est agir tous les jours. Et les élus, parce que nous avons une responsabilité particulière dans la ville, parce que nous avons des réseaux, et je suis très fier d'avoir de très nombreux réseaux. Il y avait des profs qui étaient là hier soir, on avait des responsables, je vous disais, d'associations sportives, culturelles, etc. Tous ces gens transforment Trappes au quotidien. Quand on a la chance d'avoir ce réseau-là, c'est pour moi un honneur, un privilège, une grande fierté. On a le devoir de les réunir et de les faire bosser ensemble. On va écouter les trappistes justement qui étaient présents hier, quelques-uns, et des attentes, ils en ont beaucoup. Écoutez. J'attends des actions concrètes pour améliorer le quotidien des jeunes, notamment, de la ville. Je pense à la formation par rapport à l'orientation dans les collèges ou encore l'aide à la recherche de stages, d'apprentissage ou de premier emploi. On attend quelque chose de bien, oui, sur Trappes, parce que c'est vrai qu'à Trappes, il y a pas mal de choses, mais pour les seniors, il n'y a pas grand-chose. Tirer la jeunesse vers le haut, ne laisser personne de côté, surtout. C'est ça qui est important. Voilà, que ce soit dans le sport, dans la culture, l'éducation et aussi il y a tout ce qui est environnement aussi. L'environnement dans lequel on vit, il faut que ça soit un environnement digne, des bâtiments, que tout soit rénové, entretenu. Le projet, on va dire, est ambitieux. De pouvoir réunir le cœur de Trappes, tous ses habitants, tous ses citoyens, et puis voilà, de voir un peu comment ça tourne, puisqu'on a besoin de cette unité, On a toujours tellement entendu parler de Trappes en mal par rapport aux gens de l'extérieur que j'espère que là, avec Ali, on va reparler en bien de Trappes. Il faut parler en bien de Trappes. C'est ça le plus important. Une excellente conclusion. Ils en parlent très bien, les gens que vous avez interviewés. Vous voyez qu'il n'y a que du positif. Il y a des projets, des idées. Une anecdote, c'est la personne âgée, pas la dernière, celle qui était
en troisième position, dans votre reportage, disait on fait des choses à Trappes, il y a plein de bonnes choses, mais pour les personnes âgées, il n'y a pas suffisamment d'action, à ses yeux. Cette personne et son épouse, moi je l'ai croisée au marché dimanche dernier. J'étais au marché avec quelques amis et j'ai croisé une trappiste parmi d'autres qui, comme souvent, m'a pris par la manche et m'a dit « Monsieur, vous faites des bonnes choses, d'ailleurs, sur la jeunesse. » Je lui ai dit « Ça tombe bien, je suis adjoint à la jeunesse, donc merci du compliment. » Elle m'a dit « Vous n'en faites pas assez pour les personnes âgées. » On en fait pas mal pour les personnes âgées, mais je lui ai dit « Venez, jeudi, à notre rendez-vous. » Vous aurez l'occasion de travailler avec ceux qui s'intéressent à la question du bien vieillir à Trappes. C'est un de nos chantiers dans l'association Cœur de Trappes. Et proposez vos idées, faites vos remarques. Elle est venue avec son époux et elle a contribué à nous donner des idées. Maintenant, on les mettra en œuvre ensemble. Quelle est votre priorité pour la ville de Trappes, justement, parmi toutes les propositions qui ont été faites? J'en ai pas une seule. Si je devais dire quelque chose qui est ma conviction, Guy Malandin a fait un travail absolument formidable pour rénover la ville de Trappes. C'est-à-dire qu'on a maintenant un écrin. Il reste évidemment des choses à faire. Malheureusement, on a des problèmes d'insalubrité. On a encore quelques quartiers qui n'ont pas achevé leur rénovation. Et là, on attend beaucoup de l'État qui tarde à nous donner les crédits pour faire la deuxième rénovation urbaine de Trappes. Mais quand on aura fini ce travail-là, que fait très bien Guy Malandin, quand on aura couvert la RN10 qui coupe la ville en deux comme une cicatrice, il restera à faire, à mes yeux, le plus intéressant, le plus enthousiasmant, le plus important aussi, c'est recoudre ce lien social qui est entretenu par tous les gens qui étaient là, qui ont témoigné devant votre caméra, mais qui fait qu'on vit bien dans une ville. Parce qu'on peut très bien avoir des murs absolument formidables, très jolis, mais être malheureux dans son quartier, dans sa cage d'escalier ou dans son pavillon. Si on bosse ensemble, si on vit ensemble dans un quartier, on crée un lien et un amour de son voisin, de son prochain, qui fait que c'est un plaisir de vivre dans cette ville. Les trappistes me le disent souvent, c'est un bonheur de vivre là, contrairement à ce que disent parfois les médias de la ville de Trappes. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin et faire en sorte que chacun y trouve sa place. Vous êtes aussi le porte-parole du mouvement Génération, engagé aux côtés de Benoît Hamon, qui a été élu pendant un temps sur la commune de Trappes. On parlait des municipales, forcément, de votre engagement pour la commune. Au-delà de ça, juste avant, il y a quand même une autre élection, ce sont les élections européennes. Est-ce que vous serez candidat, par exemple, sur ces élections? Non, pas du tout, parce que c'est pas du tout ma sensibilité personnelle. Chacun a sa compétence et son domaine d'intérêt. Moi, je suis vraiment un homme qui aime agir localement, au plus proche des habitants. J'ai besoin d'être en contact vraiment physique, quotidien avec les habitants. Et le mandat européen est un mandat très intéressant, enthousiasmant. Il mérite des techniciens et des experts que la liste d'ailleurs que proposera Benoît Hamon, son mouvement, et j'espère plus largement que proposera plusieurs formations de gauche, sera à la hauteur des attentes pour les européennes. Mais à titre personnel, ça ne m'intéresse pas. En tout cas. Mais vous avez évoqué justement cette liste ouverte, large. Benoît Hamon veut des candidatures citoyennes. Absolument. Est-ce qu'il arrive à regrouper, à fédérer autour de cette idée? Absolument. Cette démarche me plaît, c'est pour ça que je suis dans ce mouvement. C'est qu'on n'est pas dans une logique des vieux appareils partisans. Chacun met son étiquette, met une liste, une ribambelle d'élus locaux ou nationaux qui rêvent d'avoir un mandat européen. L'objectif, c'est de dire aux citoyens, prenez le pouvoir. Notre mouvement est fait. C'est pas un parti politique comme les autres. C'est un mouvement qui est traversé par des gens très différents, de cultures différentes. Et il est fait pour être pris par les citoyens. Donc, n'importe qui peut, sur le site internet du mouvement génération-s.fr, déposer sa candidature. Et on a déjà des présidents de grandes associations nationales de solidarité. On a des artistes. On a des champions dans le monde sportif qui nous ont sollicités et qui sont intéressés par la démarche. Donc nous, on est dans une démarche d'ouverture. On n'en est pas à l'affirmation de dire nous allons déposer une liste 100% génération. Ce sera de toute façon une liste citoyenne et nous proposons aux autres formations de gauche de travailler ensemble pour qu'on soit capable de proposer aux Français un vrai projet pro-européen, ambitieux, écologiste et qui combattra pour la justice sociale. C'est clairement ce qui manque en Europe aujourd'hui. Merci Ali Rabet, adjoint donc au maire de Trappes et donc fondateur aussi sur cette commune de cette nouvelle association Cœur de Trappes dont nous avons parlé il y a quelques instants. Le résumé de l'actualité comme chaque fin de semaine avec notamment les commémorations de la Grande Guerre. Les communes multiplient hommages et cérémonies avant le grand rendez-vous du 11 novembre. Exemple à Versailles avec une exposition sur les lendemains de la victoire. Des documents d'archives ou encore des documents issus des greniers des habitants sont à découvrir. Le 11 novembre 1918, l'armistice était signé. Mais la Grande Guerre laisse ses traces, certains soldats mettent plusieurs mois à revenir des tranchées et la vie quotidienne reste difficile. C'est cette période que la ville de Versailles et le comité des anciens combattants ont choisi de mettre en avant dans leur exposition Versailles au lendemain de la victoire de 1918. J'ai voulu me décaler un petit peu en présentant l'après-armistice pour démontrer d'une part que les soldats ne sont pas revenus
en fin 18, mais beaucoup 1019, voire plus tard. Et puis nous avons voulu quand même personnaliser cette exposition par une présentation de documents appartenant aux familles versaillaises. Des documents qui s'ajoutent à ceux des archives municipales départementales et enrichissent l'exposition. Là, vous avez un document qui est assez rare, qui est une lettre à l'encre sympathique, de façon à contourner la censure. Souvent, donc, les soldats, les poilus, écrivaient à leur famille avec de l'encre sympathique qui était révélée. Ce travail est aussi intergénérationnel. Depuis plusieurs années, une collaboration se fait avec les collèges et les lycées du département. Leurs productions font pleinement partie de l'exposition et présentent leur propre regard sur cette époque. Monsieur Demoura, donc, a rassemblé plusieurs lycées pour les faire travailler sur les commémorations du centenaire. Donc vous avez beaucoup de dessins qui ont été faits et qui ont été faits par thème. Ainsi vous avez se souvenir, combattre, souffrir, etc. avec des dessins en rapport. Un travail de mémoire et de partage entre les générations bien accompli. Les jeunes Yvelinois ont aussi travaillé une pièce de théâtre pour accompagner l'exposition. Le grand festin samedi 10 novembre à 20h30 à l'espace Jean Racine. Ce dimanche, nous commémorons donc la date du 11 novembre 1918, jour de la signature de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale. Toutes les communes de Saint-Quentin en Yvelines organisent leur cérémonie. Cela débute à 9h30 à Montigny-le-Bretonneux. Rendez-vous fixé à 10h30 au monument aux morts pour Trappes et au Clé-sous-Bois, sur le parvis de l'hôtel de ville à Manille-les-Hameaux et au cimetière de Maurepas. À la Verrière, un cortège se réunira dès 10h15. À 10h15 également pour Elancourt, où le départ est prévu à la ferme du Mousseau. Plusieurs cérémonies vont débuter à 11h, c'est le cas à Coignères et à Plaisir, qui convient leur population devant le monument aux morts. Et puis aussi pour Guyancourt et Voisins-le-Bretonneux, rassemblement devant les mairies. Enfin, à Villepreux, la journée sera lancée à partir de 9h. Et nous reviendrons bien évidemment sur ces différentes commémorations dans notre édition du journal lundi. Le 17 novembre, quelques 400 manifestations vont se dérouler partout en France afin de protester contre la hausse du carburant. La Nationale 10, l'autoroute A12 ou encore A13 seront touchés. Daniel Quérault, le président de l'association 40 millions d'automobilistes, était sur ce plateau mardi dernier. Nous ne sommes pas organisateurs de manifestations, mais nous avons déjà alerté le président de la République dès le mois de septembre du mécontentement qui montait dans le pays. Et nous avons lancé coup de pompe, COUT-pompe.com, en demandant à chaque citoyen concerné de cliquer sur le lien. Et vous aviez une lettre que vous pouvez envoyer au président de la République avec le ticket de caisse de la station-service. Voilà. Donc, on a senti ce mouvement monter parce qu'on ne comprend pas bien. Vous savez, on nous a mis 7 centimes d'augmentation sur le diesel, mais aussi 4 centimes sur l'essence. Et le prix du diesel qui est aujourd'hui au-dessus du prix de l'essence. Oui, pratiquement. Et les gens ne comprennent pas, puisque jusqu'à il y a quelques années, on encourageait les gens à acheter des moteurs diesel, et maintenant on vient les taxer. On ne comprend pas bien pourquoi, et on voudrait nous faire croire qu'il suffirait de taxer les carburants en France pour réduire la température de la planète. Vous avouerez que c'est quand même un peu gros. Économie est la 3e édition du Sky Business Day au Vélodrome National à Saint-Quentin en Yvelines. Tout au long de la journée de jeudi, des dirigeants de grandes entreprises, de PME, de TPE, de start-up se sont rencontrés. Des rendez-vous de 25 minutes pour se découvrir, tenter de convaincre et faire des affaires. Plus de 1000 participants représentant près de 700 entreprises. Écoutez Jean-Michel Forgous, le président de Saint-Quentin en Yvelines. On est ici pour inventer, pour accélérer la croissance de nos entreprises et ça passe bien sûr par la création d'événements de ce type. Donc on est là pour que les petits, surtout les entreprises qui ont du mal quelquefois à rentrer en relation avec une grande entreprise, à avoir le bon décideur pour vendre leurs produits, ici on est un démultiplicateur de rencontres entre les petites entreprises et les grosses entreprises pour qu'ils travaillent plus ensemble. Nous poursuivons notre tour des principales informations de cette semaine dans les Yvelines avec un premier déplacement pour la nouvelle rectrice Charline Avenel au collège Les Molières des Essarts-le-Roi. Déplacement forcément marqué par le contexte national, l'agression récente au lycée Branly de Créteil ou encore l'annonce de mesures relatives à la protection au sein des écoles souhaitées par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Le reportage de Manon Varaldo. Échanger sur les actions mises en place pour préserver un climat scolaire serein. Lors de sa venue au collège Les Molières des Essarts-le-Roi, Charline Avenel a pu rencontrer l'ensemble de la communauté éducative, professeurs, membres du rectorat, parents d'élèves.
C'est un collège qui a su mettre en place les conditions d'un climat apaisé. La rectrice de l'Académie de Versailles a également présenté les mesures annoncées par le ministre de l'Éducation sur la protection des écoles. Parmi elles, une organisation des conseils de discipline simplifiés, la présence d'un policier ou d'un gendarme lorsque le contexte le nécessite, une mesure effective dans le collège Les Molières qui a déjà fait appel à une policière. Autre mesure annoncée, une période probatoire sera instaurée après une exclusion. Chaque jour, l'élève fera le point sur sa journée avec le CPE ou le chef d'établissement. Venir voir un adulte pour qu'on crée une situation de retour à l'école me semble important. Le mot quotidien est plus gênant dans cette mesure parce que c'est difficile pour nous d'être au quotidien avec un élève compliqué. Soigner le retour d'un élève en difficulté, ça me semble très important. Le mot quotidiennement est peut-être un peu compliqué. Être confronté au manque de respect d'un élève ou comment gérer le retour d'un exclu, les enseignants ont interpellé la rectrice sur leur besoin d'être accompagnés dans l'exercice de l'autorité envers leurs élèves. Ce qui ressort des échanges que nous avons eus ce matin, c'est le besoin des enseignants d'être accompagnés dans l'exercice de leur autorité et en cas de difficulté par l'ensemble de la chaîne pédagogique et aussi en matière de formation. Prochainement, l'ensemble de la communauté éducative souhaite appliquer des sanctions dites de responsabilisation, travaux d'intérêt général, devoirs supplémentaires, des mesures auxquelles les établissements font appel dans seulement 1% des cas. On passe au sport avec l'Eco-Trail dont le parcours vient d'être dévoilé. La course sera organisée le 17 mars prochain, au départ toujours de l'île de loisirs de Saint-Quentin. Des trails en pleine nature et des coureurs qui vont au bout d'eux-mêmes, voici le programme de la 12e édition de l'Eco-Trail. Le rendez-vous proposera le 17 mars des courses de 18, 30, 45 et 80 km entre l'ouest parisien et la Tour Eiffel. Plus de 12 000 participants sont attendus sur cette épreuve. C'est devenu le plus gros rendez-vous de trail de début de saison où on peut accueillir des élites, les meilleures élites de la discipline. Et c'est aussi en fonction des différents formats de course, de 18 au 80, c'est hyper ouvert, ce qui fait que les gens, on en a de plus en plus qui s'inscrivent de plus en plus tôt. Donc nous, on ouvre nos inscriptions dès le mois de juillet. Ça veut dire près de 9 mois avant l'événement et on est complet au mois de février. Parmi les participants, Fabien Parmentier, un coureur originaire de Montigny-le-Bretonneux. Le runner a déjà participé à 11 éditions de l'Eco-Trail et repartira cette année sur le 80 km. Le départ est à quelques kilomètres de chez moi et puis ça permet surtout à ma famille de me suivre en fait sur la totalité du parcours. Donc voilà, c'est ma course locale à moi, quoi. Avec le temps, Fabien Parmentier connaît parfaitement les pièges à éviter sur ce départ à domicile depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il faut se mettre dedans, effectivement, il faut rentrer dans la course, il faut trouver le bon rythme. Faut éviter de ne pas se faire d'entorse parce qu'effectivement on part sur la base de loisirs de Saint-Quentin et puis on part dans une espèce de champ qui est relativement bosselé, pas évident pour les chevilles. Donc il faut rester attentif, il faut trouver le bon rythme, pas se cramer trop vite. Une stratégie qui l'aidera peut-être à réaliser son objectif, boucler cette ultra trail avec un temps compris entre 8h30 et 9h30. Chaque semaine, nous jetons un coup d'œil au reste de l'actualité en Île-de-France avec nos confrères de Via Grand Paris, chaîne à retrouver sur la TNT. Aujourd'hui, ils se sont penchés sur ces passages piétons en 3D censés renforcer la sécurité. Des passages piétons en 3 dimensions qui riment avec incompréhension. La ville de Paris expérimente ce nouveau système censé faire ralentir les automobilistes comme ici, rue de l'Ouest, dans le 14e arrondissement. Pour mesurer la réussite de ce test, les feux rouges ont été coupés. Résultat, les riverains ont du mal à traverser car l'effet 3D laisse à désirer. Il me laisse dans une indifférence la plus totale. Voilà, je vois pas que c'est une 3D. Que ça soit rue de l'Ouest ou même rue Raymond-Losserand, où effectivement, là, on cherche un peu ces passages piétons en 3D et on les trouve absolument pas. Donc ça a été malheureusement mal fait. Du côté des automobilistes, le discours va dans le même sens. La 3D n'est vraiment pas convaincante. En tant qu'automobiliste, j'ai l'impression quand même que l'étude ne porte pas forcément ses fruits parce que l'aspect qui était recherché, c'est-à-dire l'aspect 3D, n'est pas forcément probant pour moi en tous les cas. En attendant un premier bilan de la mairie de Paris sur ce dispositif,
ce passage piéton 3D peine à convaincre les habitants. Au total, 5 passages piétons 3D sont en expérimentation dans la capitale. C'est la fin de cet hebdo. Excellent week-end. Le journal revient en direct lundi à 18h. Première rediffusion à 19h.